Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job, humaniser les RH. Comment faire? On en parle dans quelques instants avec Joël Bentolila de l'entreprise Cegid. Smart Philo, comme chaque semaine, subsidiarité ou délégation. Ça ne veut pas dire la même chose. On va en parler avec Thibaut Brière. Il est philosophe, conseiller en management et expert des nouvelles formes de travail. Il sera avec nous. Puis le cercle RH, les violences sexuelles et sexistes au travail. Que dit la loi du 31 mars dernier? Comment faire pour lutter contre ce fléau dans l'entreprise? On en parle avec nos invités dans le cercle RH. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, French Tex, le textile recrute, un secteur qui recrute. On fera le point avec Thomas Bucaille. Il est le vice-président formation de l'Union des industries textiles. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, on s'intéresse au RH et à leur humanisation et en contrepoint à leur digitalisation, et on va en parler avec Joël Bentolila. Bonjour Joël, vous êtes le Technology Research Lead chez Cegid, qui justement est une entreprise et un acteur majeur de la transformation numérique des entreprises, et on va s'intéresser justement à cette question, à la notion d'humanisation évidemment, mais aussi à la question de la digitalisation. Ma première question, elle est simple, qu'est-ce qui suscite depuis maintenant des mois, j'avais presque envie de dire des années, cette digitalisation de la RH? Ça vient d'où tout ça? Alors vraiment la première cause, c'est la digitalisation, c'est la transformation des business. C'est ça qui crée le besoin de digitalisation des RH. Pourquoi? Parce que en fait, quand on parle de transformation de business, réellement, on parle finalement de la façon dont les gens travaillent. Et là, dès qu'on parle de la façon dont les gens travaillent, c'est la RH qui est en première ligne. Et il y a plein d'exemples. Il y en a dans le domaine de l'énergie. En ce moment, c'est très très à la mode. On passe des énergies fossiles aux énergies durables. Ça change les métiers à l'intérieur d'une entreprise. Ça change ce qu'on fait au quotidien. Vous prenez n'importe quelle entreprise dans le domaine des telcos qui implémente la 5G, il y a des nouveaux usages dans la 5G. Et donc, tout ça, ça impacte le quotidien des collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise, et donc ça relève de la RH. Et comme ça, des exemples, il y en a. C'est à peu près tous les domaines d'ailleurs. Vous prenez, je prends un autre exemple dans la logistique, où c'est un métier qui s'est très fortement digitalisé. Pourtant, on parle de livraison, de transport, de stockage, enfin c'est des choses très concrètes, mais en réalité, derrière tout ça, il y a une forte transformation, une forte digitalisation, et tout ça a un impact sur la RH via la transformation du travail. Justement, Joël, quel est l'impact concret? Puisqu'on l'a compris, tout part du business, on change les métiers. Maintenant, les livreurs ont leurs tablettes, tout est digitalisé, tout est envoyé par mail, les colis se font de la même manière. Quel impact ça a concrètement sur les RH? Disons, pour simplifier, si on devait choisir le point d'entrée, l'élément le plus simple qui change, c'est les métiers au travers alors d'abord de leurs compétences, c'est-à-dire qu'un métier donné, il peut lui-même changer, parce que son panel de compétences va évoluer avec des compétences nouvelles, des compétences qui sont peut-être moins nécessaires, mais même au-delà de ça, c'est l'apparition de nouveaux métiers complets, et à contrario, certains qui, eux, deviennent obsolètes. Et donc, voilà, c'est un petit peu aussi ça qui est à l'origine de tous les bouleversements que l'on observe dans les métiers qui sont en forte transformation. Alors, Joël, est-ce qu'il y a quelques exemples justement pour nous éclairer sur les réponses justement que les équipes RH apportent à ces problématiques? Parce que pour elles aussi, c'est un bouleversement. Ah oui. Alors bon, et c'est pas le seul, mais c'est vrai que ces derniers temps, la RH est en première ligne sur beaucoup de sujets. Et si on reprend celui des métiers, ou en tout cas des impacts, on va dire, de la transformation des business, il y a quelques leviers comme ça qui sont, je dirais, que nous, en tant que fournisseurs, éditeurs, pour des sociétés dans le B2B, on voit chez à peu près tout le monde. Le premier levier qu'on voit, c'est la formation. Alors, il paraît assez évident. Effectivement, quand on creuse dans le détail, ce qu'on dit en réalité, c'est qu'on observe de multiples formes de formation. Ça peut être du mentorat, ça peut être du digital learning, ça peut être du reverse mentoring. Enfin, il y a plein de mots comme ça qui apparaissent
et qui décrivent simplement les facettes d'un même métier qui est la formation et qui sert aux équipes RH à faire des passerelles entre des métiers. Donc, permettre à des individus au sein de l'entreprise de passer d'un métier qui peut-être est profondément transformé à un autre, ou alors à changer son propre métier. Mais d'une manière générale, quand même, ce qu'on observe, c'est qu'il y a tellement de transformations que la transformation devient ce qui ne change pas finalement. C'est-à-dire que on voit les entreprises qui demandent à leurs collaborateurs de passer du savoir-faire au savoir-apprendre. Et on voit fréquemment également des collaborateurs qui arrivent dans un métier mais qui ne connaissent pas ce métier et qui l'apprennent sur le tas. C'est là où les outils digitaux fournis par l'entreprise, justement, peuvent être utiles parce que ça accélère cette transition. Et allez-y, justement, grâce au digital, parce que parfois certains s'éloignent du digital en disant attendez, nous on fait ça à l'ancienne, on a un RH, mais là ce que vous nous décrivez, ça permet de fluidifier et d'accélérer les transformations. Oui, alors, il n'y a pas que le digital, on est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je rappelle, on parle de l'ARH. L'ARH, c'est quand même, si je peux appeler ça une matière, c'est quand même une matière éminemment humaine. Donc, oui, il y a de la digitalisation au travers des outils, mais les outils sont au service d'un métier qui reste quand même très lié aux relations humaines. Et donc, la formation, elle n'échappe pas à ce double aspect, si je peux dire. Il y a les outils digitaux et puis il y a les pratiques, l'accompagnement qui reste, je dirais, une pratique humaine fondamentalement. Mais c'est vrai dans d'autres leviers que la RH a à sa disposition. Si on regarde plus en détail la mobilité interne, c'est exactement la même chose. Et la mobilité interne est un autre outil très utilisé. Alors, on le voit chez Cegid, tous nos clients font appel peu ou prou à ce levier. Et je dirais même peut-être plus en Europe continentale qu'ailleurs, parce qu'il y a peut-être un peu moins de fluidité du marché du travail en Europe continentale, si on compare aux anglo-saxons. Et donc, il est encore plus nécessaire de savoir mobiliser des personnes d'un poste à un autre au sein d'une société. Joël, un mot, et c'est important parce que là on évoque ceux qui sont dans l'entreprise, mais cette digitalisation elle a aussi un impact très fort sur les ressources humaines et sur la manière dont on accède au travail. Oui, alors ça aussi c'est une grosse transformation, c'est que on parle moins de... Alors, si on regarde la mobilité, en fait, mais on va le voir sur plein d'autres aspects, c'est qu'on parle moins de mobilité de poste aujourd'hui que de mobilité de mission. C'est ça. Ou de projet. On emploie aussi ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on n'est pas posté sur une longue durée dans une mission. On accomplit une mission qui a vocation peut-être à être un peu plus courte que ce qu'on a l'habitude de voir au travers des postes, et de changer ensuite. C'est-à-dire, là aussi, il y a une forme de fluidité. On le retrouve ensuite, on retrouve cet élément dans les outils digitaux, parce que les outils digitaux, il faut qu'ils suivent, parce qu'il faut pouvoir implémenter ces pratiques, il faut pouvoir les suivre, avoir toute la data qui va bien autour de ces nouvelles pratiques. Donc les outils digitaux changent, et on le voit chez nous, puisque nos clients nous demandent de faire évoluer nos produits, justement pour prendre en compte ces nouvelles pratiques, notamment la fluidité du travail. Et ça se retrouve aussi, cette fois-ci, si on prend l'angle du salarié, alors quand je dis salarié, d'ailleurs je ne devrais pas dire salarié, je devrais dire les personnes qui travaillent en entreprise, parce que justement, certains sont salariés, certains sont indépendants, d'autres sont prestataires. Et en fait, on voit monter en puissance cette idée de fragmentation un petit peu du travail. Et il y a même un terme d'ailleurs qui apparaît depuis quelques années qui s'appelle les slashers. Alors les slashers, en fait, slash, c'est un terme anglais, c'est la barre oblique qui veut simplement dire j'ai un métier 1, slash un métier 2, slash peut-être un troisième métier. Ça veut simplement dire que je suis multi-actif. Et même pas forcément au sein de la même entreprise. Ça peut être des métiers différents pour des employeurs différents et sous des modes contractuels différents. Donc on a vraiment toutes les dimensions sont représentées. Et c'est juste il nous reste peu de temps. Le reflet d'une façon de travailler finalement aujourd'hui. Vous m'entendez, Joël? Il nous reste peu de temps. Juste cette question avant de nous quitter, parce qu'elle est matricielle, j'ai envie de dire. En quoi la digitalisation des RH, puisque c'est le sujet du jour, apporte de la valeur ajoutée? Parce qu'on l'a vu sur le business, on a vu que les métiers changeaient, et c'est une évidence. Mais dans la RH, c'est quoi la valeur ajoutée? Alors,
alors, si on raisonne cette fois-ci sur les aspects un peu transversaux, hein, au-delà de l'efficience des process ou simplement accompagner les changements, il y a pas mal d'éléments, donc notamment cette idée que les RH sont aussi là pour garantir, maintenir une forme de relation, hein, entre un employeur et les personnes qui travaillent. Et on a vu que c'est un petit peu fragilisé ces derniers temps. Et il y a un élément important qu'on trouve très très haut dans la pile des priorités, hein, chez nos clients, c'est ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. C'est juste pour exprimer un service qu'une entreprise souhaite offrir aux collaborateurs qui travaillent, sous une forme de nombreux services au travers d'une expérience de qualité. Et donc, les outils Cegid, entre autres, hein, permettent ce genre de choses. C'est vraiment, ça fait partie des priorités et des préoccupations en fait, de la plupart des entreprises. Et c'est simplement pour nouer ou renouer du lien avec les collaborateurs, pour simplement rappeler le sens de ce qu'ils font et aussi assurer quand même une forme de rétention des collaborateurs. Et on sait que c'est un enjeu difficile aujourd'hui pour les entreprises. Puis il y a un autre aspect, alors là je dirais plus lié à l'efficience des process, c'est que toute équipe RH veut se débarrasser des tâches à faible valeur ajoutée et donc les automatiser partout où elles peuvent pour garder du temps de qualité, du temps de valeur ajoutée avec les collaborateurs. C'est vraiment ça qui caractérise, je dirais, les deux préoccupations essentielles en ce moment. Et c'est aussi vers ça que les outils digitaux, donc notamment ceux de Cegid, vont, parce que c'est là que va le marché finalement aujourd'hui. Puis évidemment, il ne faut pas oublier la sempiternelle préoccupation de l'efficience des process. Celle-là, elle reste. Hein. Oui. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier et j'entends toujours parler de « je veux faire mes tâches de base plus rapidement », et ça c'est aussi une préoccupation des RH évidemment. Merci Joël. Le RH augmenté avec Cegid, puisque c'est aussi cette question-là qui est posée pour lui améliorer la qualité de son travail, le cœur de son métier. Merci Joël Bentolila, Technology Research Lead chez Cegid. Merci de nous avoir rendu visite et prenez soin de vous évidemment. Tout de suite, c'est Smart et Réglo, notre rubrique philo comme chaque semaine. Smart Philo, votre rendez-vous philo comme chaque semaine avec Thibaut Brière. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. Conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Vous êtes philosophe et vous avez sorti ce livre Toxic Management qui est sorti chez Robert Laffont. Vous êtes venu aujourd'hui avec la colère en bandoulière parce que pour vous, et même si tout ça paraît un peu abscon, subsidiarité et délégation, c'est pas du tout la même chose et quelque part on se joue de mots. C'est un peu ça le sujet. Oui. Je suis vraiment venu en fait en colère parce que récemment, donc colère froide, rassurez-moi. Colère froide, enfin que j'essaye d'intérioriser le plus possible. Mais encore récemment, l'un de mes clients me demandait comment finalement quelle est la recette magique pour parvenir à concilier en fait la puissance d'un grand groupe, le côté cachalot avec l'agilité de petites structures. Et j'ai sans cesse le sentiment en fait qu'on fait semblant de redécouvrir l'eau froide, alors que depuis à peu près le milieu des années 70 au moins, la littérature académique sur le sujet est extrêmement claire. On a sur le fait que eh bien en fait la solution elle est simple, il faut mettre en place de la subsidiarité d'une part, de la participation d'autre part. Et sur ces deux piliers, eh bien, il est possible justement de concilier une entreprise de grande taille avec l'agilité de petites structures. Alors, si vous m'autorisez, Thibaut, parce que subsidiarité, c'est un mot qui est souvent utilisé, surtout d'ailleurs au sein de l'Union européenne et dans la relation que l'Union entretient avec les États, un peu moins dans les organisations. Qu'est-ce que c'est la subsidiarité pour l'opposer justement à la notion de délégation ? Le principe de subsidiarité, c'est le principe selon lequel le central est considéré comme simplement subsidiaire par rapport aux prérogatives des entités de proximité, des entités de terrain, des business units, comme on dirait en entreprise. Donc c'est lié à la décentralisation. C'est lié à la décentralisation, mais pas seulement, justement, ou plutôt il faut préciser en quel sens. Parce que vous preniez, Arnaud, l'exemple de l'Union européenne. L'Union européenne, justement, essaye de faire à l'échelon supérieur ce que, si je puis dire, l'État français essaye de faire à son échelle par rapport aux régions. Et très souvent, quand on parle justement de décentralisation, on entend par là en fait une sorte de délégation de pouvoir à une entité inférieure. Mais c'est le haut qui va déléguer. Ça, c'est la délégation, c'est quand ça tombe d'en haut.
Subsidiarité, si je comprends bien, c'est que les énergies au plus près du terrain, décentralisées, donc font remonter des informations, de l'innovation, une réflexion. C'est bien ça l'enjeu. Oui. C'est-à-dire que l'instance qui délègue, d'une certaine manière, c'est le bas. Dans une véritable subsidiarité, c'est le bas qui va déléguer à l'instance supérieure, coordonnatrice, tout ce ou ce à quoi elle se reconnaît ne pas être optimale. Enfin, ne pas être la plus compétente pour l'accomplir. Or, dans l'Union européenne, on le voit très bien, de plus en plus, en fait, il y a une sorte de dérive depuis un certain nombre de décennies où le haut, finalement, je sais pas moi, la Commission, les instances en tout cas européennes, laissent simplement aux États ce dont elles ne souhaitent pas s'occuper elles-mêmes. Mais ça, c'est l'inverse de la subsidiarité. C'est de la délégation. Et en entreprise, on se gargarise toute la journée. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui sont de grandes entreprises qui sont spécialisées dans le fait de se dire, chez nous, vous voyez, la subsidiarité, c'est absolument important. Et en fait, quand on regarde d'un petit peu plus près, et j'ai eu l'occasion professionnellement d'avoir des partenariats de recherche avec un certain nombre d'entreprises et donc d'aller y regarder de près sur qu'est-ce qu'ils entendaient précisément par subsidiarité. Et dans la quasi-totalité des cas, il s'agit de délégation. Qu'est-ce que ne fait pas la délégation et qu'est-ce que peut générer, provoquer, fabriquer la subsidiarité? Parce qu'on voit qu'au-delà de la différence de définition, ce n'est pas la même énergie qui jaillit de ces deux mots. Oui. La délégation, quand on est dans la délégation, Arnaud, on reste justement dans une logique, si je puis dire, où le haut essaye de contrôler le plus possible ce que va faire le bas. Et donc, les conséquences sont bien connues. C'est moins d'innovation ordinaire, moins d'innovation sur le terrain, moins d'autonomie et donc moins d'agilité en fait au niveau des petites structures. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, est-ce que l'innovation émerge? Moins de performance. Est-ce qu'on innove plus en déléguant ou est-ce qu'on innove plus en créant cette subsidiarité, c'est-à-dire libérer les énergies en un mot? Oui, on innove clairement plus et là-dessus, les acquis de la recherche académique sont absolument clairs. On innove davantage lorsque une véritable subsidiarité, c'est-à-dire une sanctuarisation du périmètre de responsabilité des entités de terrain, est respectée. Pour une raison assez simple, c'est que les individus alors se sentent respectés. Les gens n'ont pas le sentiment que la liberté ou l'autonomie qu'on leur laisse n'est que la longueur de la longe qu'on leur autorise. Et dans ce cadre-là, ils s'autorisent à être beaucoup plus libres et à faire ce qui leur paraît en conscience devoir être fait dans le contexte dans lequel ils sont situés. Là où au contraire, lorsque les décisions sont prises par des instances, si je puis dire tout en haut, par les gens de l'arrière, par ceux de l'arrière, eux, ils estiment avoir calculé que la meilleure manière de procéder était celle-ci pour vous, gens de terrain. Et que donc vous exécutez. Et donc vous allez exécuter. Mais nous avons déterminé éventuellement que nous pouvions, voire que nous devions rationnellement vous accorder tel niveau d'autonomie. Mais ça reste nous qui dispensons cette autonomie. Et donc la main qui autorise peut également reprendre. C'est-à-dire que l'autonomie que le haut a dispensé, il peut, le jour où ça lui plaît, où ça lui chante, vouloir le reprendre. Mais imaginons que vous ayez votre client, entreprise cachalot, grande comme un grand groupe. Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? On crée quoi? Des comités de salariés qui réfléchissent, je dirais, à leur autonomie. Qu'est-ce qu'on réinvente ou qu'est-ce qu'on doit détruire dans l'entreprise pour arriver à créer une vraie subsidiarité? D'abord, comme je le disais tout à l'heure, sanctuariser vraiment les périmètres de responsabilité de chacun d'une part, ce qui veut dire revoir les fiches de poste. D'autre part, sanctuariser, clarifier le périmètre de responsabilité, d'autonomie de chaque business unit. Ça, c'est le plus important. Le plus important, il faut clarifier ça. Et ensuite, j'ai oublié ce que je voulais dire. Et faire remonter ensuite l'information. Comment on fait ensuite pour faire émerger? Puisque les business units sont reliés quand même à une direction. Et donc il faut bien qu'il y ait une rencontre entre l'autonomie, en tout cas l'initiative, et ce qui se passe dans la direction. Oui, et ça c'est la fonction précisément de l'instance supérieure. Le rôle de l'instance supérieure, qui lui-même doit être clairement délimité et circonscrit, c'est de coordonner, d'impulser la subsidiarité
et donc de refuser d'abord les demandes de déresponsabilisation du niveau inférieur. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une collusion, une connivence entre le haut et le bas de la pyramide pour se déresponsabiliser mutuellement. Donc moi, c'est pas de ma faute puisque ça vient d'en haut. Moi, exactement. Moi, en bas, je dis que c'est pas de ma faute. Finalement, c'est les ordres. Je n'ai fait qu'appliquer les Et ordres. le haut dit c'est de la faute du bas qui exécute pas ce qu'on fait. Oui, et qui essaye de faire en sorte que finalement de ne pas porter le chapeau et lorsqu'il y a un problème, de pouvoir dire, eh bien c'est la faute de celui qui est en bas. Et donc, il est capital qu'il puisse y avoir même donc une instance au-delà justement de l'instance supérieure, de la hiérarchie, qui normalement doit être une force centrifuge, c'est-à-dire qui donne de l'autonomie, qui donne de la compétence, qui donne de la responsabilité aux instances inférieures. Celle-ci, qui va vérifier qu'elle joue bien ce rôle de coordination et de dispensation d'autonomie, eh bien une instance éventuellement extérieure, ça peut être un conseil d'administration, oui, ça peut être eux qui peuvent jouer ce rôle-là. Voilà, exactement, ou ça peut être un comité de critical friends. Voilà. Concrètement, avant de nous quitter, vous en avez croisé des entreprises qui sont vraiment dans la subsidiarité, parce que vous nous décrivez un monde où globalement, on se trompe de mots, on est surtout dans la délégation et pas du tout dans la subsidiarité. J'aurais aimé, Arnaud. Aujourd'hui, je n'en ai pas rencontré. Je voudrais finir en vous donnant juste un exemple pour donner à nos téléspectateurs une illustration de ce à quoi ça devrait ressembler justement la subsidiarité. Typiquement, lorsque quelqu'un vient se plaindre au directeur général, écoutez, le ménage est mal fait, faites quelque chose. Le rôle du directeur général, c'est précisément pas de déborder de son périmètre de responsabilité, mais de renvoyer vers le responsable du ménage. Et donc de renvoyer la personne vers le responsable du ménage, directement. Oui. Donc c'est pas lui qui appelle la personne du ménage. Alors de renvoyer la personne vers le responsable du ménage, et surtout effectivement s'interdire lui de donner une directive au responsable du ménage. Et s'il en donnait une au responsable du ménage, dans une véritable organisation subsidiariste, le responsable du ménage devrait être capable de dire au directeur général, écoutez monsieur le directeur général, est-ce que c'est vous le responsable du ménage? Non. Alors concentrez-vous sur votre travail. Le responsable du ménage ici, c'est moi. Vous voyez que... Et qu'il ait la possibilité de le faire. Enfin, qu'il s'autorise le droit de le dire. Et que du coup, le directeur général n'ait pas dans ses attributions, dans les attributions de sa fiche de poste, le droit de déborder de sa capacité de coordination. Ouais. Et vous voyez qu'on en est loin dans la plupart des entreprises. Modèle très nordique finalement, qu'on n'a pas dans les entreprises latines, familiales, patriarcales, parce que c'est de ça dont il est question. Mais décisif pour l'agilité et donc pour la performance économique. Merci Thibaut Brière de nous avoir éclairé sur ces mots qu'on utilise parfois à mauvais escient, subsidiarité et délégation. Merci d'être venu, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause, on va se tourner vers le cercle RH, notre débat, on va parler des violences sexistes, violences sexuelles. Il y a une nouvelle loi qui est dont les décrets ont été appliqués dès le 31 mars, qui font avancer évidemment la lutte contre ces violences sexistes. On va en parler. Et puis on s'intéressera à un sondage Opinionway avec un observatoire où les chiffres évidemment sont assez impressionnants. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. On en parle juste après cette courte pause avec mes invités. Le cercle RH, notre débat, on s'intéresse aujourd'hui aux violences sexuelles et sexistes au travail dans l'entreprise. On va faire le point évidemment à travers des chiffres. Alors, on se souvient de Balance ton porc qui avait suscité comme ça un émoi où chacun ou chacune s'était exprimé. Certaines avaient dénoncé leurs agresseurs. On en est où depuis? Parce que c'est intéressant de savoir comment les choses ont évolué. Et puis il y a cette loi, on en a parlé sur ce plateau, la loi du 31 mars dernier, il y a quelques jours, bien qui est entrée en application, la loi santé et travail sur la notion de propos sexistes répétés, mais il y a un débat de juristes et on va en parler avec mes invités. Marilyn Baldec, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale de l'AVFT. Nous sommes d'accord. L'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Faites aux femmes au travail. On reviendra sur certains de vos chiffres qui sont assez impressionnants. On les commentera. Face à vous, Valérie Duez-Rueff, merci d'être avec nous. Duez-Rueff, vous êtes avocate et coach en développement personnel et auteur de ce livre, Le Code de la mère active, coaching juridique sur la conciliation maternité et carrière, qui est un autre sujet. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Jean-Christophe Villette est avec nous. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Cofondateur et directeur associé du cabinet Équilibre. Exactement. Et on commentera à travers des chiffres qu'on a extraits d'un sondage Opinionway sur la manière dont on ressent, dont on est victime d'ailleurs, avec des chiffres extrêmement précis de ces femmes. En particulier, j'ai vu qu'il y avait des hommes aussi qui étaient sondés et qui certains s'étaient sentis agressés. On en parlera peut-être sur ce plateau. La loi du 31 mars, alors on l'avait évoqué, et je me tourne vers vous, évidemment, Valérie Duez-Rueff, elle met
dans le marbre, à travers cette loi, l'idée que les propos répétés, propos sexistes répétés, peuvent être pénalement condamnables et condamnés. Vous le confirmez, c'est ça la nouveauté. Alors, la nouveauté, de toute façon, c'était déjà dans la jurisprudence et puis c'était aussi dans la définition. Mais elle est dans la loi. C'était déjà dans la définition du Code du travail. Ça a été un petit peu plus, enfin, la définition dans le Code du travail s'est rapprochée un peu plus de la définition du Code pénal, mais ça englobe maintenant aussi les agissements et les propos sexistes. Et puis, ça vient aussi créer ça vient aussi rapprocher par rapport au harcèlement d'ambiance, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une personne envers une autre. Donc ça le voisin, l'environnement, on travaille sur l'environnement au travail. Est-ce que vous partagez à la fois cette loi, est-ce que vous dites on fait un petit pas de plus parce que ça permet d'élargir aussi, parce que parfois on entend, parce que parfois on voit, et on ne dit rien, parce que la loi conforte et confirme cela? En fait, le Code du travail vient de rejoindre le Code pénal en ce qu'il rajoute le sexisme, la notion de sexisme dans la définition du harcèlement sexuel. Mais ce n'est pas une révolution. C'est pas une révolution parce que le Code du travail interdisait déjà tout agissement sexiste au singulier. Toute forme de pression grave, parce que c'est ce que rajoute la loi. Avant, c'était des pressions graves. Là, aujourd'hui, vous avez des propos, pour le dire concrètement. Une femme a des propos, et on y reviendra sur votre sondage, parce que c'est la grande majorité, j'entends des sifflements, des mots vulgaires, désagréables. La loi pourra le sanctionner. C'était déjà le cas auparavant. D'accord. Ce que la loi du 31 mars 2022 ajoute, c'est en fait une codification, enfin un ajout dans le Code du travail d'une notion juridique qui existait déjà, mais qui était arrivée par la jurisprudence, qui est donc la notion de harcèlement sexuel environnemental. Et je suis bien placée pour en parler, puisque c'est notre association qui l'avait obtenu. Donc aujourd'hui... Bonne nouvelle donc. Plutôt, bon, encore une fois, ça ne va pas non plus changer énormément les standards en matière de harcèlement sexuel, puisque ça existait déjà par la jurisprudence, mais ça vient un peu simplifier les choses. Jean-Christophe Villette, non, vous êtes d'accord? Ça va complètement dans le bon sens, de toute façon. Ça va dans le bon sens. Absolument. Ça veut dire que le juge pourra s'appuyer sur ce nouvel article pour condamner quelqu'un qui aurait eu, pour être concret, des propos sexistes dans une entreprise. On est d'accord? Il pouvait le faire sur d'autres dispositions auparavant. Là, ce que le juge pourra faire, c'est de s'appuyer en fait sur cette nouvelle disposition pour sanctionner un acte unique de harcèlement sexuel si l'auteur des faits avait conscience qu'il venait en rajouter une couche par rapport à des comportements déjà existants, ou s'il s'est coordonné avec d'autres personnes pour cibler sexuellement. Circonstance aggravante en quelque sorte, qui vient s'empiler sur ce qui avait déjà été fait préalablement par cette même personne. C'est la notion de répétition en réalité, qui vient caractériser. Jean-Christophe Villette, je me tourne vers vous parce que votre cabinet sollicité travaille sur ces questions, le cabinet Équilibre. Vous avez commandé un sondage Opinionway, on va en voir quelques chiffres, mais depuis Balance ton port, puisque ça a été une explosion, ça avait démarré par cette personne qui avait dénoncé les agissements d'un homme lors d'une soirée avec lequel elle entretenait une relation professionnelle et qui avait eu des mots, pas des gestes pour être précis, puisque c'est allé au tribunal, des mots déplacés, vulgaires. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Est-ce que ça a libéré la parole ? Est-ce que les gens en parlent plus facilement ? Ou est-ce que finalement on est revenu avant Balance ton port ? Il s'est passé depuis un certain nombre d'actions dans les entreprises. Alors, avec Équilibre, nous ne sommes pas une organisation de juristes, ni une organisation qui a pour vocation à faire du lobbying particulier. Nous sommes un cabinet de préventeurs. C'est ça qui occupe toutes nos journées. Et pour faire le lien avec l'échange qu'il y a eu avant, je ne rentre pas dans le débat juridique, mais je pense que d'un point de vue de la sensibilisation, simplement sur le partage de cette définition telle qu'elle pouvait être faite dans des informations, le fait de rajouter le sexisme va apporter pour monsieur ou madame tout le monde un acte supplémentaire dans le bon sens de sensibilisation. Après, il y a eu un certain nombre d'actions, principalement dans les grandes entreprises, c'est ce qu'on a observé. Le mouvement MeToo, Balance ton port, ou le mouvement avec les lionnes dans la com et dans la publicité, était principalement orienté, ne l'oublions pas, sur des actes quelque part qui attendaient des faveurs de nature sexuelle et très peu sur le sexisme ordinaire. Même si c'était présent, ça mettait peu en avant et peu en relief le sexisme ordinaire, et on revient aux représentations un peu initiales du harcèlement sexuel sur le fait, à un moment donné, de vouloir obtenir une faveur de nature sexuelle. C'est bien au-delà de ça, vous l'avez expliqué, et le fait d'intégrer le mot sexisme va être un point aidant dans la sensibilisation du quotidien et dans l'ordinaire du travail. Ça, c'est votre sondage. On peut commencer par ce chiffre. 60% des salariés concernés au cours des 12 derniers mois, 16,5 millions d'actifs concernés par ce sujet-là. On fait référence à quel sujet ? Sexisme ou violence sexuelle ? On est dans le sexisme. Là, on fait référence à des agissements à connotation sexuelle et ou sexiste. C'est 60% des personnes interrogées.
Et dans les précédents sondages qu'on avait pu regarder, on avait des chiffres sur l'ensemble de la carrière. On s'est concentré sur les 12 derniers mois et on va reproduire cette mesure tous les ans. On est surpris en réalité de ces chiffres. On n'est pas surpris du fait que le sexisme est présent dans l'ordinaire de travail. On n'est pas surpris parce que on constate une augmentation des insatisfactions en lien avec ce sujet, une augmentation des demandes d'enquête en lien avec ce sujet. Mais on n'avait pas de chiffres sur les 12 derniers mois pour l'objectiver. Et donc là, on a effectivement un chiffre qui est loin d'être anodin. On voit dans le sondage, et je me tourne vers vous, qu'il y a une parole retenue. On hésite à le dire. Est-ce que la parole s'est libérée depuis MeToo, Balance ton port? Est-ce que vous le ressentez dans votre association AVFT? Est-ce que malgré les difficultés, malgré votre chiffre, hein, vous dites que 95% des personnes qui ont été agressées sexuellement ou qui ont des difficultés sur ce sujet quittent l'entreprise? Ça, c'est vos chiffres à vous? Ça, c'est effectivement. Non, mais c'est pas un sondage, ce sont vos chiffres. Oui, nos chiffres. C'est colossal. Ça veut dire que la personne est brisée et n'a plus la force de revenir dans l'entreprise. Ou alors qu'elle est licenciée parce qu'on considère que C'est terrible. c'est elle par qui le scandale est arrivé, qu'il vaut mieux s'en débarrasser. Regardez je sais pas, le commercial qui est plus Oui, c'est rentable le mouton qu'elle, noir, par hein. exemple. Effectivement, donc ce qui est sûr, c'est que c'est excessivement difficile pour une victime de conserver son emploi, y compris, mais d'ailleurs même si son employeur a plutôt bien réagi en faisant une enquête, en licenciant l'auteur des faits. Il y a quoi, une forme de honte, de gêne Non, c'est pas ça, c'est que en fait, le harcèlement sexuel, c'est l'abus de pouvoir. En fait, l'abus de pouvoir, pas seulement hiérarchique, l'abus de pouvoir. Les personnes ont tendance à se solidariser avec les personnes qui en ont le plus. Et donc, dans un collectif de travail, celle qui a été victime, en Ça général, l'isole. elle est isolée du collectif de travail. Et donc, c'est difficile de garder son emploi dans ces conditions-là. Et puis il y a toujours aussi le regard qui Maître. pèse sur la victime. Donc c'est toujours C'est compliqué ça. pour la victime en fait de rester parce que finalement ça la revictimise de rester dans cet environnement même si l'employeur a réagi. Vous avez raison, c'est le regard qu'on porte sur elle, c'est qu'elle revient dans l'entreprise. On sait que c'est elle qui a fait cette dénonciation, justifiée d'ailleurs. Mais il y a une forme d'embarras des deux côtés. En fait, personne n'ose en parler, on se regarde bizarrement et la personne s'en va. Et pour moi, le plus gros apport des affaires MeToo Balance son port, c'est non pas à l'égard des hommes, mais vis-à-vis des femmes, d'apprendre justement finalement que des comportements qu'on a, en tout cas de notre génération, trop longtemps acceptés, ne sont pas acceptables en réalité. Et c'est peut-être ça aussi qui libère la parole des femmes. Elles se rendent compte que finalement, il y a certains propos qui ne sont pas normaux et qu'elles n'ont pas à accepter. Et on va revenir sur la notion de pédagogie, de travail dans l'entreprise, de faire de la formation, d'expliquer, de faire des réunions, parce qu'en fait, il faut libérer la parole. Certains hommes considèrent que certains mots sont tout à fait normaux et il faut que des formateurs, enfin des gens de l'extérieur leur expliquent, non, il ne faut pas le dire comme ça, on ne siffle pas les femmes dans l'entreprise, enfin, ça ne se passe pas comme ça, non Non, mais je vois faire la moue. non, mais je pense que, moi, je crois pas tellement en fait à l'idée selon laquelle il y aurait des personnes qui penseraient que siffler une femme dans une entreprise c'est possible. Je pense qu'ils le font en sachant que ça n'est pas acceptable, mais ils le font parce que c'est accepté dans cette Une forme entreprise-là. d'impunité en fait. Donc, du coup, la prévention, elle porte aussi sur la modification des standards culturels à l'intérieur d'une entreprise. Ça demande du travail, du temps, et ça demande aussi de la volonté des employeurs. Dans votre sondage, toujours, parce qu'il est très très riche ce sondage et il nous informe de choses qui sont assez incroyables. Quel type d'agissement les plus fréquents? 47% de personnes interrogées déclarent entendre des blagues à connotation sexuelle et 38% des blagues à connotation sexiste et de genre. Là, vous êtes un cabinet, là vous avez un sondage, vous avez un diagnostic, vous avez une photo. La réponse que vous faites à une entreprise qui vous dit moi, effectivement, j'ai ces problèmes, qu'est-ce que vous leur proposez? C'est de continuer les efforts d'information. On a parlé plus tôt. Il y a un écart très important entre la représentation des salariés dans l'ordinaire du travail, de ce que revêt en réalité le harcèlement sexuel, et puis les concepts juridiques. Donc il y a un sujet déjà à ce niveau-là de conscientisation, d'information, d'ouverture du dialogue. Je souhaite qu'on ne focalise pas uniquement le sujet des violences sexuelles et sexistes sur les violences faites par des hommes auprès des femmes. Il y a des différences et on l'a dans l'observatoire vous le notez, sur certains sujets, mais qu'on l'élargisse vraiment aux différences de genre. J'attire l'attention aussi sur le fait que dans les instituts de sondage, sur les échantillons représentatifs, eh bien, les non-binaires ne font pas partie des catégories qui font l'objet à un moment donné d'une possibilité d'évaluation représentative. Donc voilà, je pense que c'est important qu'on élargisse ce sujet. Alors il y a quand même des jurisprudences de propositions sexuelles d'hommes envers hommes aussi,
Mais voilà, pour le moment, dans la loi, effectivement, ce n'est pas tout à fait... Là, on n'est que sur la jurisprudence, puisqu'on revient tout à l'heure à la loi qui inscrit. Là, on est dans la jurisprudence de proposition d'hommes vers des hommes qui eux-mêmes se sentent harcelés. Oui, mais de toute façon, la loi n'a pas rentré dans ce genre de débat-là. Absolument. Et en fait, il y a des grands items à traiter quand on veut organiser de la prévention sur ces sujets-là. C'est parler, par exemple, du harcèlement sexuel environnemental et des ambiances qui sont délétères pour la santé physique et psychique des salariés. Bien sûr. C'est de dire que le harcèlement sexuel, ça peut aussi être un acte unique dans certains cas. Et c'est de faire un travail sur la notion de consentement sexuel. Et ça concerne tout le monde, quel que soit son sexe ou son genre. 6%, ça c'est votre sondage. Alors, bon, le chiffre est faible, mais quand on le remet ensuite sur le nombre de salariés qui ont pu être concernés par cela, 6% de ces personnes, femmes 8%, hommes 4%, c'est important de le préciser, soit environ 1,6 million de personnes, donc de salariés, ont fait l'objet sans consentement de contacts sur la bouche, ou la poitrine, ou le sexe, ou les fesses, ou les cuisses, soit, donc, vous confirmez, des agressions sexuelles. Soit une agression sexuelle. Absolument. Au cours des 12 derniers mois. Au cours des 12 derniers mois. Ce qui fait à peu près 1 650 000 personnes. Voilà, ce qui permet de poser le sujet. Pour le dire, maître Duez-Ruf, c'est-à-dire que si ces personnes décidaient, hommes ou femmes, d'aller porter plainte, donc il y aurait 1,6 million de personnes qui iraient porter plainte pour dénoncer. Non, mais elles auraient droit, et légitimement droit, à aller porter plainte. Non, Elles ont légitimement droit d'aller. Après, il y a deux voies de recours. Ça peut être le pénal ou le prud'homme, selon la voie d'action qui est privilégiée, selon le contexte. Mais au travail, les deux sont possibles. Vous devez être submergé de personnes qui poussent la porte de votre cabinet pour vous dire, bon maintenant, ça suffit, je parle, je veux attaquer en justice. Comment ça se passe, ça? Ou alors est-ce qu'il y a beaucoup plus de prudence, de pudeur, de gêne, on hésite? Et j'ai vu d'ailleurs que l'énonciation des faits est souvent très décalée, c'est-à-dire qu'on ne le dit jamais sur le moment, mais on attend, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la retenue. Alors, on hésite, et deux, il a la preuve. Comment est-ce que parfois on recueille la preuve sur par exemple, uniquement des propos, sur des allusions, sur des invitations, sur du tactile aussi? Comment est-ce qu'on peut garder la preuve de ça? C'est toujours un caractère... C'est parole contre parole, en fait. Hein. C'est toute la difficulté de caractère probatoire des dossiers de ce genre de dossiers-là. Oui, l'avocat dit, mais vous avez des images, vous avez une vidéo, vous avez... Ça, c'est une grosse partie du travail qu'on fait à l'association. C'est quand on est saisi d'une situation, c'est de travailler sur le faisceau d'indices. Mais le faisceau d'indices, ça ne veut pas dire qu'on a besoin de preuves directes ou de preuves matérielles ou de traces de coups ou d'ADN dans ces dossiers-là, hein, clairement. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est salarié victime de harcèlement sexuel, on bénéficie d'une exception probatoire, c'est-à-dire d'un aménagement de la charge de la preuve, et que les salariés n'ont pas besoin, devant le Conseil de prud'homme, d'apporter une preuve totale, complète, péremptoire. Des éléments de fait qui laissent présumer l'existence du harcèlement sexuel, charge à l'adversaire, donc l'employeur, d'apporter la preuve contraire. Ça n'est pas si facile. Quand vous dites harcèlement, il y a la notion de répétition, je m'excuse. Ça n'est pas si facile, premièrement. Et puis, par ailleurs, les employeurs qui ont à mener des enquêtes internes pour établir la matérialité des faits de harcèlement sexuel bénéficient de règles de preuve aussi. Ils n'ont pas besoin d'avoir des caméras de vidéosurveillance pour faire la preuve du harcèlement sexuel. Il faut qu'ils maîtrisent la technique du faisceau d'indices. J'entends, mais vous défendez ces victimes. Après, le juge, il a quand même besoin de quelques éléments, quand même. Justement, c'est là que je voulais rebondir sur ce que disait Marilyn, c'est qu'en effet, la charge de la preuve est aménagée, mais il faut déjà amener un début de preuve. Et puis après, la difficulté que nous avons, c'est que les juges ne vont pas toujours dans notre sens. Alors, c'est vrai qu'en matière du droit du travail, c'est le Conseil de prud'homme qui est la première juridiction à être saisie, que les conseillers prud'homaux... Qui ne sont pas des juges professionnels en première instance. Les conseillers prud'homaux ne sont pas des juges professionnels et ont parfois une appréciation du droit toute personnelle. Donc, souvent, il faut mais c'est un sujet quand même. C'est un vrai sujet, sur ces questions. 70% des décisions de prud'homme sont portées devant la cour d'appel. Donc, il y a quand même une réelle difficulté. Et le pourcentage d'hommes et de femmes qui siègent à ces conseils de prud'homme en première instance? Ce sont des juridictions très masculines. Non, mais nous sommes d'accord. Mais cela dit, ça ne veut pas dire qu'on a de meilleures décisions quand des femmes siègent. Non. Enfin, je voudrais un tout petit peu nuancer. Les femmes ne sont pas toujours les alliés des femmes. Mais par contre, des chiffres qui peuvent être intéressants, c'est-à-dire quand même, les salariés victimes de harcèlement sexuel ont beaucoup plus de chances d'obtenir justice et réparation devant le Conseil de prud'homme, en fait, devant les juges du travail, devant la cour d'appel, chambre sociale, que dans une procédure correctionnelle contre l'auteur des faits. Donc là, moi je le vois en tout cas à l'aune des dossiers qui sont suivis par l'association, on gagne à peu près dans 80% des cas. Et quand les employeurs ont licencié l'auteur des faits pour harcèlement sexuel et que celui-ci se retourne contre l'entreprise... Au prud'homme pour dire mon licenciement il était illégal... Là, ce sont les employeurs qui gagnent dans plus de 75% des cas. Donc attendez, vous nous dites sur ce plateau qu'au-delà du choc que l'on ressent quand on est victime de ce type de harcèlement ou d'un acte isolé, il faut, une fois qu'on est sûr de soi,
porter la parole, aller en justice et se battre. C'est un peu. Il faut être bien entouré, il faut avoir des juristes autour de soi qui maîtrisent bien ces sujets-là, qui savent monter un dossier, qui connaissent les règles de preuve, qui savent quels sont les fondements juridiques à invoquer. Enfin, je ne dis pas qu'on gagne à tous les coups, hein, évidemment, mais je dis que quand ces dossiers sont bien travaillés, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et puis, c'est important aussi pour la victime de se réapproprier son histoire en prenant en allant devant la juridiction. C'est violent, évidemment, d'accuser et de voir une juridiction qui ne reconnaît pas votre statut, en tout cas une victime, ou d'avoir subi ces violences. Il y a aussi, encore une fois, et là on se projette un tout petit peu, il y a l'acte en lui-même, il y a le moment de prendre la parole et d'aller devant une juridiction, et puis ensuite il y a les conséquences psychologiques. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont abîmées. Il y a un impact physique sur elles, ça dégrade pour 37% leur bien-être au travail, c'est 6 millions de personnes, d'après le sondage. 33% de ces personnes ont déclaré que cela a impacté leur motivation au travail. Évidemment, tout d'un coup, il y a une sorte de baisse d'initiative, de régime, on n'est pas bien, à cause des regards qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis, il y en a 30% que ça a impacté leur confiance. Ça a des conséquences terribles. Là, ça vous concerne directement, votre cabinet? Ça nous concerne avant même les impacts, puisque ça nous concerne dans la dimension de prévention conseil. Et oui. Et on parle beaucoup de la gestion finalement des situations individuelles, comment accompagner une victime à un moment donné à faire valoir ses droits, à se défendre dans la situation. Mais j'ai vraiment envie d'insister sur les efforts collectifs à faire sur le sujet et sur le fait que la gestion juridique d'une situation, c'est un des leviers possible, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. La médiation est possible. Vous avez des secteurs d'activité dans lesquels, depuis des années et des années, la culture de travail intègre le sexisme ou les sous couvert de blagues et de plaisanteries à connotation sexuelle. Il y a des efforts de prévention collectif à faire, il y a du dialogue à mettre en place, bien sûr. De mettre des mots. Et de rappeler que la gestion juridique de la situation est une des possibilités, mais il y a des efforts collectifs et complémentaires à faire. Et sur les 30%, juste sur les 30%, on a quand même 30%, vous avez cité des chiffres, mais on a 30% des personnes qui conservent des impacts négatifs de l'exposition à un agissement au moment où on a fait le sondage. C'est-à-dire que peu importe le moment auquel ils ont été exposés, au moment où on a fait le sondage, c'est-à-dire il y a un mois, 30% des personnes conservent un impact négatif, que ce soit sur la motivation, sur l'engagement au travail. On a une avocate, on a une association qui est aux côtés de ces femmes victimes, majoritairement des femmes ou des hommes? Majoritairement, mais pas que. Pas que, vous avez aussi des hommes. Quelques-uns. Quelques-uns qui viennent... Ils sont victimes d'autres hommes. D'autres hommes. Ouais. Donc des avances, des gestes, des mots... Des agressions sexuelles, des viols. Des viols. Aussi. Excusez-moi d'être un peu concret, là on parle d'homme à homme, c'est un sujet un peu tabou puisqu'on parle souvent de ce rapport homme-femme très patriarcal, là on est d'homme à homme. Ensuite il faut apporter la preuve, c'est tout le débat. Enfin, excusez-moi, c'est pareil. Non, mais si on vous vole votre portefeuille, il y aura la question de la preuve aussi. Exactement. Donc c'est toujours la question. Mais là, en l'occurrence, je l'ai plus. Moi, en tout cas, je répéterai jamais assez que si on continue à dire et qu'on fait croire aux victimes. Et on fait croire aussi aux agresseurs que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. On perpétue un système d'impunité et une chape de plomb sur le sujet. Il y a des techniques pour faire la preuve. Elles sont perfectibles. Elles se défendent. Elles se plaident. Et en fait, on voit que... Alors, ça ne marche pas à tous les coups, mais en fait, si on y croit et si on travaille ces dossiers-là, ça finit par marcher. Il y a la police, il y a le travail des policiers qui doivent entendre dans des conditions optimales à la fois la victime, savoir lui parler, mais aussi entendre et interroger la personne qui a commis présumé innocent mais qui aurait pu commettre ces faits. Mais il y a une mauvaise nouvelle dans votre sondage, c'est que c'est en général les collègues de travail qui sont les premiers réconforts, ça c'est la majorité, 36%. Par contre, 24 ont trouvé un soutien auprès de leur hiérarchie. En revanche, ils ne sont que 19% des personnes à trouver du soutien auprès des ressources humaines. C'est-à-dire, est-ce que là il y a un petit déficit au niveau des RH? C'est-à-dire que les RH sur ces sujets-là sont un peu en difficulté ou pas? En tout cas, sur les 19%, c'est sur 100% des situations, 19 ont trouvé un soutien jugé satisfaisant par la sphère RH. D'accord. Et donc, dans les 81%, il y a à la fois des situations qui sont remontées jusqu'au niveau RH et des situations qui ne sont pas forcément remontées jusqu'au niveau RH. Mais se pose déjà le sujet de la proximité RH par rapport aux situations de travail. On l'observe sur un certain nombre de situations et une fois que les situations remontent, quelle est ensuite la capacité à pouvoir les prendre en charge. Mais c'est vrai que ce chiffre-là invite en tout cas au dialogue au sein des fonctions RH. Enfin, une prise de conscience, excusez-moi. Une prise de conscience entre la prescription de la prévention et la réalité de sa mise en œuvre. Valérie, allez-y. Non, ça veut dire que dans ce cas, les salariés concernés n'osent pas non plus s'adresser à la hiérarchie, à la direction et aux ressources humaines. Ils n'ont pas toujours confiance. Voilà.
Mais j'osais à peine poser la question, est-ce qu'il y a une forme d'omerta? On se dit, moi, je ne vais pas aller pousser la porte de la RH parce que c'est un manager, parce que, je ne sais pas, pour 1001 questions, on hésite un peu. Il y a plusieurs choses. D'abord, quand on est employeur, mettre en place une politique de prévention avec une politique de traitement des plaintes, de la com, tout ça, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit incarné par les personnes qui portent ces politiques. Il faut qu'on ait confiance dans ces personnes. Il ne faut pas que le directeur des ressources humaines, c'est celui qui raconte des blagues de cul à la machine à café. Pas du harcèlement washing, enfin lutte contre le harcèlement washing. Donc, voilà, il y a ça. Et puis ensuite, il faut aussi que les directions des ressources humaines, les personnes en responsabilité communiquent pour dissiper en fait des mystifications juridiques sur cette question-là. Par exemple, on va agir même s'il y a une plainte en cours. On va agir même si monsieur il a bénéficié d'un classement sans suite de sa plainte, parce qu'en fait, c'est déconnecter tout ça. Pas facile, hein, parce que c'est qu'il y a des entreprises qui disent attendez, c'est classé sans suite, et donc circulaire, rien à oui, voir. Oui, mais la jurisprudence est claire là-dessus. Il n'y a pas d'impact des règles de procédurales en droit pénal sur la responsabilité de l'employeur. La présomption d'innocence n'a rien à faire dans la responsabilité de l'employeur, par exemple. Donc, s'il y a de la communication en continu sur ces sujets-là, les salariés ils vont aller voir leur hiérarchie. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pèse sur l'employeur une obligation de sécurité. L'employeur est tenu de s'assurer de la sécurité physique et mentale. QVT, qualité de vie au travail, RSE d'une manière générale, c'est son obligation. C'est son obligation, il peut être condamné sur ce fondement. Et aussi sur l'ensemble des salariés et d'assistance à personne en danger en fonction de la situation. Je trouve que c'est important de le rappeler, ce principe de co-responsabilité dans une organisation. Mais la responsabilité de l'employeur, la responsabilité de tout le monde. Le débat est passionnant, il nous reste peu de temps, mais avant de nous... des organisations syndicales. Voilà. Et des lanceurs d'alerte. Non, mais j'ai essayé de le lancer tout à l'heure en parlant des prud'hommes et des organisations syndicales. Les prud'hommes, en première instance, ce sont des représentants syndicaux, pour être extrêmement précis. Il y a les organisations syndicales, les OS, comme on les appelle. Elles font leur boulot ou pas? Est-ce qu'elles sont assez armées sur ces questions? Non, elles ne sont pas assez armées, mais ça va objectivement quand même mieux qu'il y a 5 ans ou 10 ans. Incontestablement, il y a des grandes centrales qui se sont dotées même de leur propre les mentalités changent. De prise en charge pour les victimes salariées de leurs propres organisations ou pour les militants de leurs organisations. Donc il y a des choses qui évoluent, même si la marge de progression est encore très 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 grande. Et je voulais rebondir sur ce que disait Christophe, merci tout à l'heure, par rapport justement au fait de dénoncer aussi ce qui se passe à un contexte environnemental, c'est que les lanceurs d'alerte, ceux qui sont témoins d'agissements sexistes ou d'agressions, sont protégés s'ils dénoncent. Ils sont protégés contre toute sanction, que ce soit une sanction pécuniaire, une absence de promotion ou un licenciement. Ils sont protégés contre ça. Donc, justement, il faut pas hésiter. Ils ont donc le statut de lanceur d'alerte dans ce cas-là? Oui. En quelque sorte. Hein, il y a un petit débat juridique là aussi sur l'importance de vraiment renforcer l'information dans les organisations. Il y a des choses qui ont été faites, mais des piqûres de rappel sont nécessaires quand même ça a déjà été fait. Et il y a beaucoup d'organisations où ça n'a pas encore été fait. Et c'est vraiment une étape très pragmatique, il faut rappeler très que simple. C'est pas un gadget, parce que l'entreprise est pénalement responsable de la santé et de la qualité de vie des salariés au travail et que c'est un des éléments de son bien-être, c'est-à-dire de ne pas être ni harcelé, ni agressé. Non, je vous êtes d'accord. Au moins civilement responsable. Voilà. Pénalement dans certains cas. Un peu fort. Mais pénalement dans certains cas, dans le cas de viol, par exemple. Ah oui. Là, il n'y a pas de doute. Oui, mais civilement, déjà, ça peut coûter cher. Notamment une petite boîte, ça peut coûter très cher. Elle peut mettre la clé sous la porte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les barèmes, la limitation des indemnités prud'homales, elle ne s'applique pas en matière de harcèlement sexuel. C'est écarté. Donc, s'il y a des employeurs qui nous écoutent... Donc, c'est le juge qui choisit. Qui évalue en fonction du préjudice. En fonction du préjudice. Alors que pour le reste du contentieux, il y a une limitation. Donc, ça peut coûter très cher. Ça peut coûter 1 an, 2 ans de salaire. Et au-delà de l'obligation de conformité, on peut espérer que les entreprises réalignent le sujet avec leurs valeurs. Pour un certain nombre d'entre elles. Celles qui sont à mission, qui se lancent dans la raison d'être, tout ça sont des éléments qui doivent être pris sérieusement en main. Merci à vous, mesdames. Valérie Duez-Ruff, avocate et coach en développement personnel, et vous accompagnez ces victimes, femmes et hommes, je crois. Et merci à vous, Marilyn Baldec, déléguée générale de l'AVFT, Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, avec l'idée qu'il faut y aller, il faut dire les choses, il faut, à condition d'être bien encadré, ne pas rester seul. Évidemment. Jean-Christophe Villette, merci. Et puis ce sondage à découvrir, OpinionWay et le cabinet et l'Observatoire Équilibre, directeur et cofondateur de ce cabinet Équilibre. C'est un vrai plaisir de partager ce débat avec vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement dans un secteur connu, mais dont on ne sait pas qui le recrute. Le textile, oui, le secteur du textile en France, il y a du recrutement et on en parle. Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
Fenêtre sur l'emploi, on parle du secteur textile qui recrute. On va en parler, c'est un secteur alors, évidemment connu puisqu'on porte tous des vêtements faits en France ou faits ailleurs d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un secteur en France qui recrute et on en parle avec Thomas Bucaille. Bonjour Thomas. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir, vice-président de formation de l'Union des industries textiles. Alors ça représente quand même pas mal de salariés. C'est combien de salariés au total ? C'est plus de 60 000 salariés en France. 60 000, 2100 entreprises. Absolument. Ça c'est la Surtout filière. des TPE et des PME, mais quelques aussi grands noms qu'on connaît tous. Et puis je précise que vous êtes le DRH d'une marque Petit Bateau Voilà. qui fait des vêtements, sous-vêtements pour enfants et pas seulement d'ailleurs. Concrètement, vous avez lancé la French Tex. Alors c'est très intéressant parce que en termes marketing, c'est bien joué. Oui, non mais c'est vrai. Absolument, mais Ça sonne en tout cas à l'oreille. let's talk about Tex. Oui, ce qui est important, c'est deux choses. La première, c'est de dire que le textile recrute. Le textile est une industrie dynamique, innovante et basée en France. Et puis, c'est vrai que c'est une industrie qui a, comme je le disais, beaucoup de petits acteurs et on a besoin de cette marque étendard, si vous voulez. Ça, c'est la marque qui vient chapeauter l'ensemble du secteur. En quelque sorte, c'est la plateforme en ligne qui permet à la fois de se renseigner sur les réalités des métiers, les formations et qui comporte un grand nombre d'offres d'emploi. Alors, recrutement 3000 par an, est-ce que vous êtes sur le même étiage ? Parce que là, on est en train de traverser de nouveau une crise ukrainienne, post-Covid. Est-ce que vous dites, on garde ces 3000 ? Comment ça se passe en ce moment dans votre secteur ? Alors, je pense qu'il y a une tendance de fond, hein, le recrutement, le développement du textile made in France. Je ne pense pas qu'on va se heurter de manière durable à des difficultés. Mais c'est vrai que là, d'abord, l'industrie a des difficultés, comme tout le monde, d'approvisionnement, de coût des matières premières, de coût du transport. Votre sourcing, ouais. Et puis, absolument. Et d'autre part, les marchés de consommateurs peuvent être affectés. Mais la tendance lourde est là, et je pense que la nécessité de renouveler la pyramide des âges et d'innover, elle est durable. Alors vous avez fait les Open Weeks French Tech, c'était 3 semaines qui permettaient de créer une sorte de salon de l'étudiant, mais autour du secteur textile, virtuel évidemment. Ça a marché, ça a cartonné. Très bien, oui. On a quand même beaucoup d'événements qui se sont situés dans les différents réseaux sociaux et sur lesquels on a eu des échos très très forts. Et c'est une opération, c'est la 2e année qu'on la mène et qu'on a envie de continuer parce que d'aller plus loin et d'aller sourcer vos recrutements, c'est-à-dire que vous avez des jeunes qui viennent et qui veulent savoir. Des jeunes et des moins jeunes, parce qu'une des caractéristiques quand même de notre industrie, c'est la formation et c'est la reconversion. Moi, je vois chez Petit Bateau, on a recruté des opératrices de confection, on a recruté récemment, une 15 à 20, on a recruté des bonnetiers, c'est-à-dire des gens qui conduisent ces métiers à tricoter dernière génération, machines numériques assez étonnantes. Ce sont des grosses machines, ouais. C'est des grosses machines. Aucun ne venait du secteur, aucun n'avait eu une formation préalable. C'est nous qui les formons. Et c'est vrai de beaucoup des entreprises du secteur. Il faut avoir une appétence, une envie et éventuellement une formation, je dirais, de type industriel, c'est mieux, mais pas. On a un ancien coiffeur, une personne qui venait de la restauration, vous voyez, quelqu'un qui venait de l'informatique. Parmi les 6 personnes, on a 6 profils très différents. Thomas Bucaille, 45 métiers, 38 formations dans le textile, c'est-à-dire qu'il y a du choix. Vous qui êtes dedans, c'est vrai que le grand public a toujours l'image du textile, cette couturière de la haute couture. On est dans le textile, mais de luxe, oui. Le premium. Mais en fait, il y a plein d'autres métiers dans la chaîne du textile. Absolument. D'abord, effectivement, on voit tous, et même mon histoire personnelle, première main hautement qualifiée. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une maison de couture de la Montaigne, donc je connais j'ai vu que bien le sujet. Et c'est merveilleux. Mais vous savez, je parlais des bonnetiers, c'est essentiellement des hommes qui peuvent porter des rouleaux de tricot d'un certain poids et qui ont les doigts que j'avais connus, moi, dans la haute couture, une dextérité pour manipuler des fils très fins de coton, de lycra ou autre, et de toutes ces broches. Donc, c'est vraiment un métier qui met la main à l'honneur
Et ça, c'est vraiment quelque chose on a plus de la moitié de nos recrutements qui sont des gens dans la production. Et c'est ça qui fait la différence, c'est les savoir-faire. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'il y a des industries qu'on connaît, de la mode, de l'habillement, comme la mienne, de l'ameublement, mais le textile est partout, et c'est quelque chose de fabuleux. C'est vrai dans le médical. Je pense à une entreprise, Brochet Technologies, qui tisse des fibres optiques pour faire des vêtements prévenant la jaunisse du nourrisson, ou une autre chape qui envoie des fils sur Mars parce que le cône de la fusée qui va de Mars 2000 est un cône en tissu en partie, et ainsi de suite. Donc on a beaucoup de... Donc celle qui est partie, là, la fameuse fusée qui est partie pour longtemps d'ailleurs. Exactement. Le textile est résistant, le textile est anti-feu, il a des usages médicaux, il a des usages dans la construction, dans l'automobile, et cette richesse, elle est quand même extraordinaire. Et on peut en être fier parce que sur tous ces métiers, la France est leader européen. Il y a évidemment le textile français, puis il y a la concurrence étrangère avec une main-d'œuvre bon marché. Comment vous résistez face à cette pression de pays, effectivement, à bas coût de main-d'œuvre, avec un débat d'ailleurs sur l'écologie, puisqu'il y a aujourd'hui une question de on consomme trop, on fabrique trop de tissus, c'est extrêmement énergivore et c'est polluant. Comment on réinvente la filière? Là, je vous vois sourire. Non, parce que c'est un vrai débat. Ils vous challenge ceux qui arrivent. Ils vous disent ça, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, on est sous une tendance quand même de Made in France qui est forte et qui est à la fois liée à toutes ces considérations très très importantes que vous mentionnez, mais également à des aspects économiques, parce que on a besoin de davantage de réactivité, de coller davantage aux besoins des consommateurs. La meilleure moyen de limiter les stocks on est sur une chaîne économique, donc de maîtriser ces paramètres business, c'est de produire à la demande, juste à temps. Pour le faire, il faut être près du marché, dans la réactivité, etc. Donc le Made in France, il retrouve une justification économique. Une fois qu'on a dit ça... Il faut accepter de payer un petit peu plus cher ou pas? Est-ce qu'on se dit, je fais du Made in France, mais c'est un petit peu plus cher, mais j'accepte aussi parce qu'il faut qu'on relocalise, il faut qu'on crée de l'emploi chez nous? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui sont prêts à payer plus cher pour ces raisons. Parce qu'ils le peuvent. Il y a deux valeurs. Il y a cette problématique de la réactivité qui fait que le prix est le même, mais simplement les quantités sont juste ajustées, sont précisément calculées. Ça permet de doser ses stocks. Voilà, donc on peut produire avec des marges intéressantes à proximité. Mais il faut aussi pas raconter des histoires. On a besoin de travailler avec des partenaires européens ou méditerranéens. C'est le cas chez Petit Bateau. Nous, on a une usine et des partenaires à Marrakech. La différence, c'est que dans ce cas-là, on connaît nos partenaires aussi bien que... les ouvrières de Marrakech, on les connaît aussi bien que les ouvrières de Troyes. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est important de préciser Troyes, parce que c'est là où il y a votre siège historique, en tout cas pour Petit Bateau. Merci en tout cas d'être venu nous rendre visite. On vous confirme que c'est bien 3000 emplois. Si on va sur French Tech, là, il y a 3000 possibilités. J'imagine que vous avez déjà recruté, évidemment. Oui, il y a 3000 emplois par an, mais là, il y a 344 offres d'emploi. Donc, si vous allez sur French Tech à la fin de l'émission, vous avez une possibilité extrêmement grande de trouver votre... Le textile, un secteur dynamique avec du Made in France, on vient de l'entendre, et avec des partenaires aussi. Merci à Thomas Bucaille d'être venu nous rendre visite, vice-président formation de l'Union des industries textiles. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages sur les réseaux sociaux, merci à toute l'équipe, merci à Alice évidemment pour la réalisation, merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à notre ami pour l'accueil invité. Je serai là demain, bye bye.